J'ai perdu ma sœur le 9 janvier 2007. Elle a été assassinée pour une histoire de vol, de drogue. L'assassin a été jugé. Il a pris 20 ans de prison. C'était pas possible pour moi de me dire je vais rencontrer l'assassin de ma sœur, il va me dire ce qu'il a bien envie de me raconter. J'étais pas prête. La rencontre était faite dans le but justement que moi j'ai des réponses à mes questions, autant pour moi que pour l'auteur des faits, donc qu'on avait besoin psychologiquement de se rencontrer, de dire les choses. Je voulais qu'il sache que c'était pas accepté, que c'était pas, la rencontre n'était pas pour le pardonner, ça c'est loin de là. Je voulais qu'il me regarde droit dans les yeux et qu'il sache que voilà, j'étais là pour ma sœur et que voilà, j'avais besoin d'entendre certaines choses. En Belgique, la rencontre entre les auteurs de crimes et de délits et leurs victimes est une pratique courante. Depuis 2005, elle est même inscrite dans la loi. En Wallonie, l'association Médiante, qui est dépendante du ministère de la Justice, encadre ce dispositif. C'est un service gratuit qui est proposé aux deux parties. Chaque année, cette structure gère plus de 1000 dossiers. Depuis sa création en 1995, elle a organisé 100 face-à-face directs qui impliquent des meurtriers et des familles de victimes. Précédant la rencontre en prison, les entretiens de préparation ont lieu dans les bureaux de Médiante. Avant d'engager le processus de médiation, Inès doit évaluer l'état d'esprit des parties, aujourd'hui la fille d'une victime sauvagement assassinée. Bonne route. Oui, très bien, merci. L'idée de cet entretien aujourd'hui est de voir si vous êtes intéressé par l'intervention de notre service. Il n'y a aucune obligation d'aller plus loin, d'accord ? Donc l'idée alors, quand on parle de médiation, l'idée c'est en tout cas ce que la justice a mis en place, c'est offrir un espace de communication. Donc c'est permettre aux gens, au-delà, on intervient à tous les stades de la procédure judiciaire, mais c'est de se dire que même quand il y a eu un procès, c'est que parfois, il y a toujours des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas pu dire. Et c'est vrai que parfois, alors, il y a certaines personnes, ce sont des questions, d'autres, c'est parfois pas de questions, mais juste un sentiment, un ressenti qu'on a besoin de dire, et que, voilà. Et même si on a pu en parler dans l'entourage, à des psychologues, etc., il y a parfois ce besoin de pouvoir le verbaliser à la personne qui est concernée, donc en l'occurrence ici. Si tout évolue bien, on va pouvoir le voir, le rencontrer, poser les questions, avoir des réponses qui, j'espère, pourront nous satisfaire. Ça, c'est pas encore gagné, mais ce sera déjà un pas vers une certaine guérison de l'esprit, parce que pourquoi lui, pourquoi notre père, etc. Oui, bon, c'est passé, c'est le hasard, c'est tout. Et ici, nous, on a envie de se soulager, et donc pouvoir s'exprimer, c'est ce qui est le plus important. Vider notre cœur, voilà, je pense que c'est ça. Donc par médiation, l'idée n'est pas spécialement qu'il y ait une rencontre, n'est pas de pardonner. Hein. On est bien d'accord dans des faits aussi dramatiques. J'ai envie de dire, l'idée n'est pas qu'il y ait un pardon, mais un espace de communication où les gens peuvent en tout cas s'exprimer. C'est dur. Et puis peut-être par rapport au futur, voilà, si j'ai bien compris, vous dites je suis consciente qu'à un moment donné, il va sortir de toute manière. Il va sortir, voilà. Et qu'on peut baliser autant qu'on veut. Enfin voilà, vous me dites je suis consciente et réaliste que je ne peux pas tout lui interdire et que c'est normal. Voilà. Ce petit pays ne peut pas s'expatrier, je ne peux pas lui demander ça. Il a fait sa peine et puis. Voilà. Donc maintenant que vous avez marqué votre accord, je vais aller revoir monsieur, lui dire un petit peu le contenu de notre entretien. Et en effet, s'il accepte d'entendre toute cette question et de pouvoir y répondre, alors peut-être évaluer à un moment donné où on pourrait fixer une rencontre. Quand on voit le système de la justice rétributive, c'est-à-dire un tribunal confisque un peu la parole des infracteurs et des victimes. La justice restaurative, elle redonne la parole. La parole est importante parce qu'elle va permettre de mettre des mots sur ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est essentiel de savoir pourquoi précisément ça s'est fait. Et pour les victimes, c'est essentiel de se déculpabiliser. Elles sont dans une forme
de culpabilité psychique, toutes fortes, en disant « qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive ?» Cette nouvelle forme de justice s'inspire de pratiques ancestrales connues chez les peuples africains, maoris et amérindiens. En 1970, Howard Zehr, un criminologue protestant américain, remet au goût du jour cette justice non punitive. Antonio Buenatesta a fondé à Namur le service Médiante. Depuis la fin des années 90, il accompagne victimes et auteurs dans leur cheminement personnel. Vis-à-vis des victimes, le rôle du médiateur est de tenter de les désengager de cet a priori un peu fantasmatique qu'ils peuvent avoir sur la médiation, sur le terme même de médiation, et d'identifier réellement leurs besoins. Si on est en arrivé là, c'est parce qu'au cours de toutes les années d'expérimentation, on a pu démontrer que le dispositif était au moins concevable dans tout type de fait. C'est un entretien de 3 quarts d'heure. À l'origine, la médiation n'était destinée qu'aux mineurs délinquants. À l'issue de la rencontre, ils devaient faire face à leurs responsabilités. C'est la discussion qu'on a eue dans la réunion thématique. Dans les années 2000, elle s'est élargie aux adultes. Le premier entretien, l'entretien à la victime, les balises qu'on a mis. Désormais, elle concerne tout type de crimes et délits, du simple vol à l'homicide volontaire, y compris les agressions sexuelles. Peu importe la nature des faits, chaque affaire apporte son lot de traumatismes. La médiation ne néglige aucune souffrance. Si d'habitude, une seule rencontre suffit à apporter un apaisement, un deuxième entretien peut être nécessaire pour se mettre d'accord sur les conditions de réparation. Bonjour monsieur. Bonjour madame Rambert. Bonjour monsieur. Entrez. Voilà, donc monsieur T avait pris quelques engagements la dernière fois, donc il a accepté de vous rencontrer une seconde fois, justement pour préciser davantage les conditions d'indemnisation, enfin ce à quoi il a commencé à s'engager. Et donc on peut en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Les frais que j'ai eus et les conséquences, bon. Voilà. Voilà. On y va maintenant ? Je vous accompagne comme la première fois. Eh ben d'accord. Ça va ? C'est pas loin, hein, c'est à 500 mètres. Après avoir décodé le besoin des victimes, on évalue si les auteurs ont les ressources pour y répondre et en même temps, on leur donne la possibilité à eux de s'engager dans un acte réparateur qui ait du sens et qui soit crédible en matière d'utilité pour les deux parties. Toutes ces précautions, ce décodage, c'est ce qui permet de garantir un échange utile pour les deux parties et éviter toute frustration dans le cadre d'une rencontre, éviter d'envoyer la victime dans la gueule du loup. Bonjour. Ça va? Madame Haneka. Elle est là, elle vous attend. Elle vous attend. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va tout doucement, mais... Ça fait plaisir, allez, oui. De vous voir, pas ici, mais quand même, ça fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir de vous voir ici, mais ce serait mieux comme on se rencontrait dans la rue avant. Ah bah oui, comme avant, quoi. Comme avant. Comme avant. Moi, comme vous savez, je vis une grande histoire d'amour. Et l'histoire d'amour a dérapé un peu. Oui. Et je voulais réparer mes erreurs. Et voilà, Oui, c'est pour ça qu'on nous ensemble là. En plus, je vous respecte tellement, ma femme aussi. Ah ben oui, on se voyait dans la rue, on se faisait le bisou. Oui. Jamais j'aurais abusé de votre confiance. Mais c'est venu, c'était improvisé. Mais vraiment, c'est comme si je sortais d'ici et que je voyais les clés là. Et que j'avais vraiment besoin de la voiture à ce moment même. Et je me suis dit, 1 heure et puis je l'ai remis, je sais pas comment, dans ma vie. Vous êtes laissé influencer par des personnes? Par la drogue et l'alcool et l'amour, je sais pas, la liberté. Oui, mais la drogue et l'amour... attendez, la drogue et l'alcool, ça ne va pas avec l'amour, hein, quand même. Ben, tout le monde peut basculer, à n'importe quel âge. Cette fois-ci, je me suis dit, ben voilà,
c'est fait, je suis un peu honteux de moi, mais... Mais maintenant, vous êtes quand même... Maintenant, je suis moi comme avant. Bien. Même les juges... En même espérant que vous allez le rester. Hein? Ben, je vais y rester, voilà. Oui. Ah. Mais il n'y a pas de victime. On va dire ça comme ça. Ça pourrait être pire. Pour l'argent. Quand vous dites pas de victime qui a décédé, c'est ça que vous voulez dire? Mais non, c'est ça, non, décédé... Madame Trump se considère comme victime aussi. Non, mais... Oui, mais là, c'est... J'en ai beaucoup souffert. Je veux réparer quelque chose de moi-même. Et si la justice l'impose, ben, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que c'est qu'une carrosserie, c'est que une question d'argent. On va essayer de trouver le moyen. C'est une question d'argent. Oui, oui, si, super. Je vous laisse... Oui, c'est pour ça que je vous laissais parler, parce qu'en fait, c'est un peu comme si vous voyez là pour la première fois. Si on reste parler, on va rester des heures. Voilà, c'est pour ça que j'arrête un petit peu. Vous parlerez ultérieurement de... comme vous le dites, hein, vous avez l'occasion de vous revoir par après, si vous le souhaitez. Voilà, mais apparemment, il y avait encore des choses à se dire par rapport à la première rencontre que vous avez déjà eue, vous avez déjà expliqué plein de choses. Mais voilà, comme on avait convenu de se voir ici pour avancer sur le plan des engagements financiers... Ça, grâce à la médiation. Oui. Parce que sinon, j'avais ça dans la tête qui n'était pas bonne. Hein. Ah, je vous jure, elle n'était pas bonne du tout. Hein. Maintenant, depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, de la façon dont on a parlé, je suis une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment anéantie. Hein. On n'oublie pas, mais on avance, quoi. Oublier, ça, on n'oublie pas, ça, c'est sûrement pas. Mais il faut quand même aller de l'avant. Oui, Mais alors, on se revoit dans 3 semaines? Dans 3 semaines, on se voit. Vous tenez contact avec Mme Travaton? Je reste en contact avec vous. Oui. Je vous dis quoi? Oui. Eh bien, c'est bien. C'est très bien. Je suis pas content. Le fait d'avoir eu réponse à ces questions, donc le fait d'avoir vu quand même l'auteur sous un autre angle, qui s'est rendu utile à répondre à ces questions, amène la victime à être un peu plus apaisée par rapport aux perspectives de libération. On pourrait dire, si vous voulez, d'une certaine manière, que la justice restaurative, c'est le rétablissement d'une relation entre 2 personnes capables de se reconnaître et de se respecter. Ça demande évidemment des gestes ou des pas de l'autre. Il faut que l'autre fasse un pas pour venir à ma rencontre, ne serait-ce qu'en reconnaissant sa faute. C'est vraiment des solutions vers l'avenir. L'apaisement des personnes elles-mêmes, l'apaisement, le rétablissement autant que possible de la paix sociale et le retour à l'harmonie sociale, comme vous dirait Platon s'il était interviewé à ma place. Impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants, Lionel a été condamné à 30 mois de prison pour homicide involontaire. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, il a accepté de rencontrer, il y a quelques mois, la mère de la victime. Je ne voulais pas au début personnellement parler à la maman de la victime, mais elle a voulu prendre contact avec moi. Elle a voulu me rencontrer, elle a voulu savoir ce que je ressentais, ce que ça m'avait apporté, la prison, si ça m'avait changé, le décès de son fils, si ça m'avait marqué. Mais je lui ai dit, oui, ça m'a marqué. La prison m'a marqué aussi. Le fait qu'il soit parti maintenant, que voilà, je ne le supporte pas. Parce que c'était quand même un copain à moi. Ça a été fort stressant pour moi. Fort stressant. Parce que j'avais peur de sa réaction, peur des questions qu'elle allait me poser, peur de son regard, de sa présence. Enfin, pas peur, mais intimidé. Je me sens fort coupable, donc ça n'a pas été évident. Mais elle a tout de suite, elle, ouvert le dialogue. Il n'y avait aucune haine dans son regard, aucune. J'ai vu de la tristesse, mais pas de haine. Et je vis maintenant, quoi. Maintenant, je me sens plus un homme. Je me sens plus comme un coupable, ni comme un détenu. Maintenant, je me sens comme un homme qui veut reconstruire sa vie, quoi. Il y a des gens avec qui tu t'entends bien, et des gens avec qui tu ne t'entends pas. Et encore avec toi? À Wayville, près d'Arlon. Il faut aussi que l'infracteur soit pris en compte et soit obligé de s'exprimer et soit obligé de retrouver une place dans la société. Donc c'est aussi très important. Donc il ne s'agit pas de privilégier les infracteurs,
du point de vue moral, mais il s'agit de les obliger à cheminer et à continuer à vivre dans la société en n'effaçant pas le fait qu'ils ont été des infracteurs, mais en leur permettant néanmoins de poser des actes nouveaux, des actes d'espérance pour une vie nouvelle. La justice restaurative permet de passer d'un statut à un autre, de passer du statut d'infracteur à un statut d'homme libre et de victime à femme ou homme libre. Donc, pensez toujours l'avenir. Je crois que c'est quelque chose qui est propre à cette justice. Si en Belgique, la médiation pénale fait partie du paysage judiciaire et a montré son efficacité, en France, les pratiques de justice restaurative en sont à leur balbutiement. Pour trouver des initiatives concrètes, il faut se rendre au pied des Pyrénées. À Pau, Robert Cariou fait la promotion de cette nouvelle conception de la justice depuis plus de 20 ans. Il enseigne la criminologie à la faculté de droit, la seule en France à former les futurs porte-parole de ces mesures restauratives. Pour le professeur, cette justice prend en compte les répercussions du crime sur les intéressés. Je vous demande de bien retenir que les mesures de justice restaurative, la justice restaurative en général, s'inscrit dans la complémentarité de la justice pénale, des sanctions pénales au sens large. Ce que propose la justice restaurative, c'est de considérer qu'à côté de l'acte de transgression, il y a bien évidemment des relations interpersonnelles qui ont été blessées, des relations entre personnes qu'il faut définitivement prendre en compte. Les études disponibles, dont on manque cruellement en France, soulignent que toutes les personnes ayant participé au processus de rencontres restauratives, au sens large, sortent beaucoup plus satisfaites du système de justice pénale que celles et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Cette satisfaction s'exprime principalement autour de cette formulation. Nous avons été reconnus et avons le sentiment que justice nous a été rendue. S'il n'y a pas ce temps d'échange où chacun peut se redécouvrir en humanité, eh bien, on va rester crispé sur l'acte. L'infracteur va être réduit à l'acte qu'il a posé, la victime va être réduite à la blessure qu'elle a subie. Est-ce que vous pensez qu'en France, l'opinion est prête à accepter la mise en place de tels processus Encore une fois, je vais vous paraître optimiste, mais bon, j'ai toujours été optimiste et je ne cesserai jamais de l'être. La réponse est oui. De surcroît, l'opinion publique en tant que telle n'est que le reflet, dans le fond, de ce que nos politiciens, au sens large, le système politique, mettent en place. Le jour où on a mis en place la rencontre de Poissy, on n'était pas du tout certain que ça aboutirait. Bien, ça aboutit. Et on passe à une session. On va mettre des cercles de soutien de responsabilité en place, à Bordeaux peut-être, à Caen. D'autres rencontres de type conférence de groupe familial. Mais l'opinion publique peut basculer si on lui donne les bons arguments. En 2010, à la centrale de Poissy, en région parisienne, une première expérience a été menée. Entre ces murs, 6 rencontres se sont déroulées, face à face entre des parents d'enfants assassinés et des personnes incarcérées pour des crimes similaires. Ça a été très dur au début, parce que le dialogue ne passait pas. Eux avaient peur de nous, et nous, on avait peur d'eux. On était assis, tous très tendus, et puis ils sont arrivés, et l'un d'eux s'est présenté face à moi, il m'a tendu la main, en souriant, et j'ai répondu à son contact. 3 ans plus tard, retour sur cette expérience unique pour échanger sur les réticences et les bienfaits de ces moments de partage. Des rencontres où parfois l'humanité s'est laissée entrevoir. Il y avait des points communs, mais on s'est aventuré là, dans ces rencontres avec quelque chose de très personnel, un abord très, très personnel. Et je crois que c'est valable pour toutes les victimes. Moi, j'ai demandé à mon mari et à mes enfants. Moi, j'en ai parlé. Et eux ne voulaient absolument pas que je fasse cette expérience.
On était là, enfin pour ma part, pour comprendre s'il y avait quelque chose à comprendre. Et moi, j'étais là pour porter les souffrances des victimes. Ça, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup d'émotions, donc il faut pouvoir canaliser cela. Le médiateur va faire face donc à ce flot d'émotions, mais le médiateur peut aussi faire face aux incidents qui peuvent naître dans le groupe. On fait se rencontrer les gens. Donc on pourrait penser que le rôle du médiateur va être celui d'être le garant. Effectivement, il est le garant du cadre, mais il doit être aussi le facilitateur de l'échange. J'avais une grande crainte finalement d'être manipulée. Par les détenus. Je dis, ils peuvent m'emmener, je sais pas, me raconter. Et ça s'est pas produit, ça. Hein? Par leur attitude, par ce qu'ils ont pu nous dire, on s'est bien rendu compte qu'ils étaient sincères et qu'ils souffraient aussi. Le deuxième jour, ça a failli exploser parce que, justement, moi j'avais senti qu'il y avait un malaise, j'avais beaucoup de difficultés avec lui, et cet homme-là ne pouvait pas se libérer. Il n'avait pas tout dit. Ce qu'on ignorait, c'est que parmi ces 3 détenus, il y avait un récidiviste qui ne s'était pas révélé comme tel. Et donc, avant la 4e séance, les autres ont fait pression pour l'obliger à se dévoiler comme récidiviste en disant « nous apporterons nos fiches pénales, comme ça, ça va t'obliger de parler » parce qu'eux, ils avaient une crainte. Leur crainte légitime, c'était de dire « on ne voudrait pas passer pour des menteurs ». On sentait bien que lors des 2 premières réunions, ils se fermaient un peu. Quand ils arrivaient à certains moments du passage à l'acte, un en particulier, ils se fermaient. Puis ils s'arrêtaient là, puis ils disaient d'un air de dire « bon, ça suffit pour aujourd'hui ». Et à partir de cette 3e réunion, on a pu aller jusqu'au bout et ils étaient beaucoup plus détendus. Après cette 3e réunion, tout le monde, les 3 détenus sont détendus, les visages étaient plus détendus, tout le monde, du coup nous aussi. Et c'est vraiment là que la parole s'est libérée et qu'on a vraiment pu avancer. Ils ont pleinement assumé leur acte et ils nous l'ont dit tout de suite. Ils disent « je sais ce que j'ai fait, je donnerai n'importe quoi pour ne pas l'avoir fait, mais ça c'est pas possible, donc maintenant il faut que je reparte avec ça et que je reconstruise ma vie. » Progressivement, vous avez commencé à détacher l'acte de la personne. Vous avez commencé à vous adresser à des individus qui étaient des êtres humains, qui ont commis des actes monstrueux, mais qui n'en restaient pas pour autant moins des êtres humains. Et vous avez vu leur humanité, leur souffrance, leur parcours, leur propre responsabilité, et ça trouble. Nous, les victimes, on était intéressés, justement, c'était le point fondamental, c'était ce passage à l'acte, et on leur a permis d'évacuer tout ce qu'ils n'avaient pas pu évacuer eux-mêmes sur le passage à l'acte. Et nous, par ce fait-là, ça nous a permis, nous aussi, d'évacuer des questions qui nous taraudaient sur ce moment crucial. Moi, je suis persuadée que des familles qui sont détruites, qui se reconstruiront jamais, qu'avec beaucoup de recul, quand le drame est arrivé plusieurs années en arrière, parce qu'il faut au moins une dizaine d'années pour pouvoir faire cette expérience, eh bien, je leur dis, faites-le. Ça va vous aider à avoir des réponses à vos questions. Le détenu qui a bénéficié de cette rencontre de justice restaurative à la centrale de Poissy a évoqué avec moi ces rencontres comme... les résultats de ces rencontres comme une sorte de conversion religieuse, c'est presque ça. On avait l'impression qu'il avait conversion au sens retourné. Il avait changé totalement. Donc voilà quelqu'un qui a pris conscience et qui va vivre sa peine différemment parce qu'il se dit je ne suis pas là pour rien, j'ai un visage, j'ai des visages, j'ai des choses, et maintenant je sais que la société est prête aussi à me recevoir. La justice restaurative, dans sa perspective chrétienne ou biblique, demande à l'homme de cheminer avec toute sa personne et donc à regarder ses actes tels qu'il les a commis, mais aussi à s'interroger sur les actes qu'il pourrait commettre à nouveau lorsqu'il sera en dehors de la prison. L'impact des mesures de justice restaurative sur la récidive est également mesuré, et il est réel. Dans les études qui sont faites, groupe de contrôle, encore une fois, certaines bénéficient de la mesure, d'autres non, eh bien, le taux de récidive est nettement moindre chez celles qui ont souhaité participer aux mesures de justice restaurative. Dans quelques mois, un nouveau cycle de rencontres aura lieu à la centrale de Poissy.
les mesures de justice restaurative cheminent en silence, en attendant d'être un jour inscrites dans le paysage judiciaire français. Au bout de ce dialogue, chacun se découvre différent, avec la promesse d'un horizon apaisé et libéré. Aujourd'hui, le Jour du Seigneur nous propose une rencontre